Bonjour Mathilde, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui puisqu'on a mené plusieurs batailles en commun et c'est un plaisir de te recevoir dans mon émission. Merci Thomas. Donc toi, tu es députée France Insoumise du Val-de-Marne. Moi, ma première question, elle va être assez traditionnelle, mais on a vu qu'il y a eu des questions au gouvernement exceptionnelles cette semaine pour introniser entre guillemets le Premier ministre Jean Castex. C'est surprenant parce qu'il n'a pas fait de discours de politique générale, on ne sait pas ce qu'il propose. Est-ce que c'est pas un symbole du fait que notre démocratie, elle est quand même particulièrement malade, ce genre de mise en scène en fait? Ah si, complètement. Et d'ailleurs, avec une concentration des pouvoirs autour du président de la République qui est absolument folle. Quand même, on a un Premier ministre qui est en fait un premier collaborateur qui a été nommé après qu'une interview soit parue d'Emmanuel Macron, qui en fait donne les grandes lignes de sa politique. Donc c'est le président qui donne les grandes lignes de sa politique. Donc on voit qu'on continue, hein. Il n'y a pas de monde d'après, c'est le monde d'avant-hier et même d'avant-hier en pire. Donc on continue avec la casse du Code du travail, on continue avec une politique de répression extrêmement forte. On continue à donner des milliards d'argent public sans mettre aucune conditionnalité ni sociale ni écologique. Bref, on continue comme avant. On continue avec la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, qui va faire quand même dans notre pays qu'il y a 1,3 million de personnes qui vont voir leurs droits baisser ou carrément supprimés. Donc, il accepte d'être nommé dans ces conditions-là, avec le président qui a déjà tout dit. Et puis, il attend, comme ça, il va à l'Assemblée nationale en attendant que Sa Majesté, le monarque présidentiel, accepte de parler et daigne parler, donc il parlera le 14 juillet. Et lui, en attendant, ne fait pas de discours de politique générale. Donc, en fait, on a des ministres devant nous. Bon, pour certains, on ne sait même pas qui c'est. Alors, certains ont joué au jeu de chaises musicales. D'autres, on ne sait même pas qui c'est. Et surtout, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire parce qu'ils n'ont rien dit avant. Donc, c'était complètement lunaire comme séance de questions au gouvernement. Et très clairement, quand je dis le premier collaborateur du président de la République, très clairement, il ne dirigera pas l'action gouvernementale. Tout est concentré autour du président Macron. Et depuis déjà, sous le mandat Macron, déjà depuis 3 ans, il y a une démocratie qui est complètement piétinée, c'est-à-dire que tous les gens qui osent relever un peu la tête, aller manifester, on les éborgne, on leur enlève une main, on leur fait peur en leur disant arrêtez toute opposition à la politique qu'on mène. De toute façon, il n'y aurait pas d'autre alternative que ce que nous on fait. C'est ça qu'ils sont en train de donner comme discours. Et une Assemblée nationale qui est complètement piétinée. Donc, le roi Macron est en train de s'arroger tous les pouvoirs et c'est clairement pas son Premier ministre qui lui fera de l'ombre. J'ai suivi ton intervention, donc tu les as interpellés, je crois, sur l'espèce de flagrant délit de mensonge sur la question écologique. Parce que tu as dit qu'il y a eu plusieurs ministres de la transition et plusieurs gouvernements et qu'on n'a aucune décision. Est-ce que la nomination de Barbara Pompili, c'est quand même pas un signe en disant qu'il peut y avoir un tournant écologique, parce que c'est une ancienne militante et députée d'Europe Écologie Les Verts. Je te pose la question, je connais peut-être déjà la réponse, mais est-ce qu'on ne peut pas lui accorder le bénéfice du doute? Bah, malheureusement non, parce que on voit les votes qui ont été faits, notamment Barbara Pompili a voté contre l'interdiction du glyphosate, donc ce pesticide qui nous empoisonne toutes et tous, et en premier lieu les paysans. On est déjà au quatrième ministre en fait en 3 ans de l'écologie. Là, on nous sort, on nous vend un acte 3 qui serait l'acte 3 écologique. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y avait eu un acte 2 qui était celui après les Gilets jaunes, qui était censé être le temps du dialogue social, de la justice sociale, de la démocratie. Bon, on n'a rien vu de tout ça. Et là, ils nous vendent un acte 3 vert qui est en fait juste un opportunisme lié aux élections où ils sentent qu'il y a, et ça c'est positif pour tout le monde, hein, ils sentent qu'il y a une hausse du niveau de conscience dans la société sur les questions écologiques et sur l'urgence écologique. Et donc, ils essaient de surfer sur cette vague-là. Bon, en fait, c'est une arnaque, mais incroyable. Euh, tu as dû écouter Macron devant la Convention citoyenne pour le climat qui dit, notamment sur le Mercosur, il faut se rappeler, l'année dernière, l'Amazonie était en feu. Il dit Bolsonaro a menti, il ne protège pas l'Amazonie, c'est hors de question pour moi, il veut sortir des accords de Paris, c'est hors de question pour moi de faire un accord de libre-échange qui en soi est néfaste, hein, ça veut dire déménager des marchandises d'un bout à l'autre de la planète avec le Brésil de Bolsonaro. Alors, on ne sait pas s'il y a des choses qui ont changé entre-temps. Pourquoi est-ce qu'il voudrait continuer à faire un accord avec lui? Il continue à ne pas protéger l'Amazonie, hein. Mais donc, il dit, c'est arrêté, les négociations sont arrêtées. Et qu'est-ce qu'on apprend au niveau de l'Union européenne? Qu'en fait, les négociations ont continué, qu'elles vont aboutir à l'automne et que probablement, en fait, le traité de libre-échange avec le Mercosur va passer.
Ce qui est délirant de continuer avec, au moment où il dit relocaliser, relocaliser. Donc, sur les mots, Macron, il s'était autoproclamé au début du mandat champion de la Terre. Sur les mots, ils sont toujours excellents. Mais alors, sur les actes, c'est une catastrophe. Et toi, tu connais bien ce combat-là. Un autre des symboles quand même du fiasco écologique et des mensonges de cette majorité, c'est quand même le dernier train de primeur en France, qui est donc le train qui partait entre Perpignan et Rungis et qui transportait des fruits et légumes. Ils avaient promis de sauver ce train-là. Ils avaient promis. On se rend compte quand même, il faut que tout le monde comprend quand on dit la suppression de ce train, c'est 25 000 camions par an qu'on remet sur les routes. Tout le monde comprend ce que ça veut dire en termes de pollution, en termes de santé publique, en termes y compris économiques et en termes sociaux aussi, parce que bon, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais ça implique des emplois aussi, cette suppression de train. Ils promettent qu'ils vont le remettre. Très bien, ça c'était en octobre, enfin il y a déjà eu des promesses en juin, puis en octobre 2019, ils vont prendre des mesures urgentes. Et puis finalement, ce train ne roule pas. Et s'il n'y avait pas eu le combat de la CGT, ils auraient détruit 31 wagons réfrigérés, donc détruit même les outils pour faire repartir une partie de ce train-là. Et donc, ça, c'est le symbole du mensonge de ce gouvernement. Parce que accepter qu'on remette 25 000 camions sur les routes à l'heure de l'urgence écologique, c'est d'une aberration incroyable. Et par exemple, Barbara Pompili ne s'est jamais exprimée sur cette question-là. Moi, j'ai essayé de chercher si elle avait tweeté un jour pour dire effectivement c'est scandaleux. Mais non, elle n'a jamais tweeté dessus. Donc en fait, leur tourne envers, comme d'habitude, c'est de la communication et de la communication. Mais dans les engagements réels, que ce soit sur les accords de libre-échange, que ce soit sur l'interdiction du glyphosate, qui nous avait promis en 2021 et qui finalement sera remis à 2027 au moins, et peut-être même à la Saint-Glinglin un peu plus loin, que ce soit sur ce train Perpignan-Rungis, que ce soit sur la destruction plus générale du service public ferroviaire, parce que cette majorité a bien avancé sur cette question-là, que ça soit aussi, parce que quand on regarde l'écologie, le ministère du Travail a perdu 10% de ses effectifs. Donc on perd l'expertise publique qui nous permet de mener une politique réellement écologique. Et il y a d'ailleurs des grosses batailles au niveau du ministère pour appeler ça « Make the Minister Great Again », comme « Make the Planet Great Again », pour dire rendez-nous les effectifs, parce que sinon vous laissez ça dans la main des grandes transnationales. Vous laissez Monsanto décider, vous laissez Areva décider, vous laissez… enfin voilà, en fait, on n'a plus de volonté politique pour faire les choix. Et la ministre du Travail qu'ils ont nommée, qui était avant ministre de la Transition écologique et solidaire, le solidaire ayant disparu dans le nouveau remaniement, eh bien, cette ministre, c'est celle qui a fait justement la baisse de 10% des effectifs. Donc, on choisit encore quelqu'un qui a détruit les capacités d'État, détruit les capacités du service public comme ministre de l'Emploi. Donc, tout ça est une grosse tartufferie et encore voilà, des magouilles pour faire croire qu'on fait des choses et pour finalement toujours ne rien faire, voire même pire que ne rien faire, empirer les choses. Tu l'as déjà évoqué, mais sur le Perpignan-Rungis, c'est quand même quelque chose qui est assez symbolique, puisque la bataille elle est menée depuis plusieurs mois, voire années pour la CGT. Tu as été à Perpignan en début de semaine, il me semble, pour apporter ton soutien à celles et ceux qui se mobilisent. Aujourd'hui, on voit quand même qu'on est dans une espèce de point où on n'arrive pas à faire avancer le dossier, puisqu'ils ont tenté de détruire des wagons, ce qui aurait permis de jamais reprendre le trafic. Aujourd'hui, c'est quoi, à ton avis, les solutions et comment on peut contraindre ce gouvernement-là à remettre ce train sur les rails, parce que pour nous, il n'y a que ça comme solution, quoi. Bah, bien sûr, il faut absolument le remettre sur les rails. Alors moi, j'étais à Perpignan lundi, effectivement, pour soutenir les cheminots, mais il n'y avait pas que les cheminots. Et je trouve que ça, quand même, il faut le noter aussi comme une grosse avancée des 2 dernières années. Il y avait aussi beaucoup des associations écologistes qui étaient là. Il y avait aussi des gilets jaunes qui étaient là. Et je trouve que quand même, on arrive à faire des jonctions de lutte ensemble qu'on avait plus de mal à faire avant. Et ça, je pense que c'est important dans le rapport de force qu'on mène. Parce que, en fait, il ne faut pas se mentir, on n'y arrivera jamais sans rapport de force. Ce gouvernement n'entend que le rapport de force. Il n'entend que ça. Et étant donné qu'il y a quand même une hausse de conscience de ce qui se passe au niveau écolo, je pense que tout ce qui est fait en termes de communication dans cette lutte-là, qui est une lutte importante et qui a… Voilà, enfin, moi, je voudrais vraiment aussi rendre hommage à celles et ceux, et notamment aux cheminots et cheminotes qui l'amènent, parce que je pense qu'elle peut avoir un écho extrêmement fort aussi dans la population. Dire, voilà, le symbole aujourd'hui de la politique écologique, c'est ces 25 000 camions qu'on remet sur les routes. Et en plus de ça, avec en plus des conditions sociales, souvent pour les gens qui conduisent ces camions-là, qui sont dramatiques. Et notamment à Perpignan, juste pour expliquer un peu ce que ça veut dire aussi pour les gens.
Ça ne veut pas forcément dire des licenciements secs directement, mais par exemple, je parlais avec quelqu'un qui est chargé de la rénovation et de la réparation de ces camions réfrigérés. Et il me disait, nous, à Perpignan, on était 10 personnes. Perpignan, c'est une ville où il y a 25% de chômage, il faut quand même comprendre ça. On était 10 personnes à s'occuper de l'entretien de ces wagons réfrigérés. Maintenant, on n'est plus que 7. Alors, il y en a un qui a été muté, il y en a 2 qui sont partis en retraite et qui n'ont pas été remplacés. Mais bref, du coup, tout ça, c'est des emplois qui sont importants pour l'urgence écologique, qui sont nécessaires à la population et qu'on détruit petit à petit et dont on détruit la compétence. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans notre pays, ce qui fait notre richesse principale, c'est la compétence des gens. Ce n'est pas les actionnaires, je ne sais pas quoi, qui sont en train de se gaver, c'est la compétence des gens. Donc moi, je pense que continuer sur ce dossier-là, y compris sur lequel ils sont très embêtés. Moi, j'ai interrogé il n'y a pas longtemps Jean-Baptiste Djebbari, donc avant le remaniement, donc qui est resté secrétaire d'État au transport. Et vraiment, il était très embêté sur cette question-là. Donc je pense que le combat, si on le continue et qu'on continue à le massifier sur cette question-là, on ne peut que le gagner. Parce que le journaliste lui disait, mais ce que vous demande Madame Panot, c'est oui ou non il va repartir ce train-là, oui ou non les 25 000 camions. Et ça, il ne sait pas répondre là-dessus. Et il en arrive à apporter des arguments qui sont absolument ridicules. Sur la destruction des wagons, il me traite de menteuse. Ça tombe bien maintenant, grâce aux copains de Perpignan, j'ai le document qui prouve qu'ils ont voulu détruire et qu'ils ont rétropédalé. Donc ça, on va l'utiliser aussi. La deuxième des choses, c'est qu'après, il dit « Ah, le train était prêt à repartir pour le 5 décembre. » Mais finalement, c'est de la faute des grévistes s'il n'est pas reparti. Je veux dire, mais en arriver à des arguments comme ça, mais c'est indigne de la fonction d'un ministre. Et s'il y a un minimum de volonté politique dans ce pays, ce train, on le fait repartir dans un mois, il est reparti. C'est une question de volonté politique qu'ils n'ont pas. Donc, je pense qu'il faut continuer à les acculer sur cette question-là et on doit gagner sur cette question. Et d'ailleurs, j'ai proposé aux syndicalistes de Perpignan, et d'ailleurs, je te propose la même chose aussi, mais qu'on fasse à la rentrée un événement à l'Assemblée pour continuer à faire de la pression sur cette question parce que je pense que on doit gagner ce combat-là. C'est une question, ce combat, ce n'est pas une question d'intérêt particulier sur des emplois, sur l'avenir de l'un ou de l'autre, même si c'est important. C'est une question d'intérêt général. On a quand même 48 000 personnes qui meurent chaque année du fait de la pollution de l'air, 67 000 si on compte même certaines études. À un moment, il faut que ça s'arrête. Et l'avenir, c'est le fret ferroviaire, ce n'est pas de remettre des camions à tout va. Il y a une notion qui vous est très chère et qui a un lien avec l'écologie, c'est la planification. Donc, la France Insoumise, vous en parlez depuis plusieurs années, depuis la création du mouvement d'ailleurs. Et Jean-Luc Mélenchon y réfléchissait déjà avant. On a vu qu'Emmanuel Macron a nommé ou va nommer un commissaire au plan. Est-ce que c'est une victoire pour vous? Et qu'est-ce que vous en attendez ou qu'est-ce que ça cache en réalité? Parce qu'on sait qu'il y a toujours des intentions derrière ce genre de nomination. Alors, je pense qu'il faut quand même acter que c'est une victoire idéologique sur les mots. La période quand même qui vient de s'écouler avec la crise sanitaire, elle conforte beaucoup des thèses que dit d'ailleurs pas seulement la France insoumise, mais en général notre champ politique au sens large, en termes d'affaiblissement des services publics, parce que quand même c'est incroyable qu'on arrive face à une crise sanitaire avec un État aussi affaibli et qui donne lieu non pas à une gestion de crise, mais à une gestion de pénurie surtout. Pénurie de soignants, pénurie de lits, pénurie de masques, pénurie de tests. Enfin, c'est indigne d'une nation aussi riche que la nôtre que d'avoir abandonné des gens comme ça à travailler en s'exposant au virus de manière extrêmement forte et en n'étant absolument pas protégés parce que l'État ne mettait pas les moyens de protection. Donc, à la fois sur l'affaiblissement de l'État et de ses services publics, à la fois aussi sur la délocalisation à tout va et le grand déménagement du monde sur lequel on parle depuis longtemps. Donc tout ça, ça a conforté nos thèses et ça doit quand même ébranler leur certitude à eux, même si apparemment ils ne changent absolument pas de logiciel. Donc le mot planification, le fait qu'il nomme un commissaire au plan, c'est quand même une victoire idéologique sur qu'est-ce que c'est la planification. Parce que la planification, certes, nous, on le porte depuis longtemps, mais c'est dans l'histoire de la France, de la nation française. On a construit la France, notamment après-guerre, avec la planification, avec l'idée du plan, c'est-à-dire de coordonner les choses. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut mettre en place la bifurcation économique dont on a besoin pour bifurcation écologique et solidaire, on a besoin d'avoir un État qui investit, qui forme les gens, qui fait des plans sur comment, et puis retrouve comme ça aussi le temps long et non pas le temps court de l'argent comme on a dans nos sociétés. Bon, après, on ne va pas se cacher qu'au-delà de la victoire idéologique sur le mot,
On ne va pas se cacher sur le fait que, en fait, finalement, eux, ils ne vont pas faire de la planification et ils vont continuer avec leur idée de court terme tout le temps. Je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est quand même qu'on a 1 million de chômeurs en plus dans notre pays, qu'on aurait énormément d'activités à faire si vraiment on voulait prendre en main le destin collectif de la nation pour la suite, et que finalement, on se retrouve avec un gouvernement qui refuse d'assumer son rôle d'État, qui préfèrent poursuivre les chômeurs plutôt que de s'attaquer vraiment au chômage, et donc qui s'attaquent aux chômeurs. Et donc, si c'est pour continuer à planifier ou à organiser la destruction du service public ferroviaire, la destruction des services publics, la délocalisation à tout va, si c'est pour continuer à faire ça, alors nous, on n'est pas d'accord. Ça, c'est pas de la planification. Parce que la planification, c'est une méthode au service de l'intérêt général. Pour que quand même, dans un pays, c'est quand même assez… Enfin, il faut rappeler les fondamentaux. Nous sommes la 6e puissance en termes de richesse au monde. Et pourtant, dans un pays aussi riche que le nôtre, il y a mais des centaines de milliers, des millions de gens qui n'ont pas leurs besoins fondamentaux satisfaits. Je parle de se loger, de se nourrir correctement et dignement, d'avoir un emploi, voilà, de pouvoir d'avoir accès à un air de qualité, à une eau de qualité. Et ça, dans la 6e puissance en termes de richesse au monde, on n'arrive pas à ça, mais c'est indécent. Par contre, on a le record de millionnaires en Europe. Donc, la planification, c'est une méthode au service de l'intérêt général pour dire, voilà, on est face à l'enjeu du 21e siècle, c'est la question de l'urgence écologique, dont on voit que la crise sanitaire a une origine écologiste, d'ailleurs, celle du coronavirus, mais qu'on va avoir d'autres types de catastrophes. Les méga-feux en Australie, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut être sous forme de tempête, ça peut être sous forme de pénurie d'eau, et la question de l'eau va être cruciale dans les années à venir. Bref, il faut qu'on soit là pour faire face à ces défis-là. Et la première des choses à dire, c'est que quand même, pour répondre à ces défis-là, il faut qu'on change, il faut qu'on rompe, qu'on fasse une rupture complète avec le capitalisme. Et donc une rupture complète avec le macronisme. Donc maintenant, ce à quoi il faut qu'on s'attelle, c'est à dégager toute cette caste et puis à construire et à offrir un avenir bien plus heureux aux gens de notre pays. Parce que ça, c'est tout à fait possible. Justement, tu as rappelé le record de millionnaires. On a vu le classement du magazine Challenge qui dit que sur les 500 plus grosses fortunes françaises, ça a encore augmenté et on a, je crois, triplé le nombre de milliardaires ou l'augmenté en 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un risque justement qu'on nous mette tout le temps en avance, à juste titre, l'urgence écologique, mais qu'on mette un peu sous le tapis la question des inégalités sociales? Parce qu'on parle beaucoup d'écologie, on a l'impression, alors pas nous, le champ progressiste, mais qu'ils nous essayent de nous dévier pour ne pas mettre les deux de pair, alors que nous, on considère on doit mener les deux en même temps. Bien sûr. Et de toute façon, une écologie conséquente ne peut exister qu'avec un partage des richesses. Alors, il y a plein d'angles là-dessus. Ceux qui polluent le plus dans notre société, c'est quand même les plus riches. Mais à un niveau bien plus élevé que tout le reste de la majorité du pays. Ceux qui sont responsables de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui, c'est les grandes transnationales qu'on laisse faire absolument ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils ont même, limite, on pourrait dire que Total a le ministère de la transition écologique. C'est vrai, c'est ça la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas des ministres qui, ou un gouvernement qui assume son rôle et qui dit, voilà, on va aller vers ça. C'est non, on ouvre la porte au lobby à tout va, et puis les lobbies font ce qu'ils veulent dans notre pays. Donc, la question du pouvoir populaire, de récupérer le pouvoir et de la souveraineté de ce pourquoi nous on bataille, c'est-à-dire la constituante, c'est aussi une manière de reprendre le pouvoir sur les forces de l'argent. Parce que face aux forces de l'argent, la seule chose qui peut nous permettre de l'emporter, c'est notre nombre. Parce que nous sommes beaucoup plus nombreux que ces quelques riches qui se servent entre eux, dont ils ont mis des gens au gouvernement. Et moi, je dis souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça, on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, et puis Pénicaud récupère 62 000 euros par an. C'est ça la réalité de ce qui se passe. On met un financier au pouvoir, et puis on sert les copains allègrement. Et du coup, je me rends compte que j'ai oublié ta question qui était… La, la, voilà, la lutte contre les inégalités sociales en même temps que la la lutte lutte contre les inégalités. Mais oui, mais ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas délier les deux. Il n'y aura jamais, nous on parle d'écologie populaire, c'est aussi pour ça, il n'y aura jamais d'écologie conséquente. On ne sera jamais à la hauteur de ce qui se passe si on ne fait pas un partage des richesses. Et ça, tous ceux qui délient ça ou tous ceux qui nous font croire que les deux ne sont pas liés, sont des menteurs, très, très clairement. Et la première des choses à dire, c'est que ce soit sur l'écologie et le partage des richesses, sur ce que nous on appelle la bifurcation écologique et solidaire, c'est pour ça que ça me fait
rire jaune qu'ils aient enlevé solidaire du ministère de la Transition parce que, ah ouais, bah, du coup, en fait, les enjeux sociaux, ils sont complètement éliminés de ça. Et ceux qui souffrent en premier des non-politiques écologiques menées, c'est les plus précaires de notre pays. C'est eux qu'on froid dans leur logement parce qu'on refuse depuis des années de faire de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, c'est eux qu'on froid chaque hiver dans les bâtiments. C'est eux qui mangent le glyphosate à tout va. C'est eux qui… Donc, à un moment, il va falloir arrêter ça, en fait. Et moi, je pense que dans notre pays, on a la force populaire pour justement dire maintenant, ça suffit, on veut vivre autrement, on peut vivre autrement, et on remet tout à plat, et on fait ce qu'on appelle un grand coup de balai citoyen, et on dégage tous ces gens qui ne servent que leur intérêt privé, que leurs petits intérêts de court terme, et pour remettre vraiment au centre l'intérêt général et l'avenir du pays. Et on va finir là-dessus, ce sera peut-être pas la question la plus facile, mais on sait que tout le monde pense déjà à l'élection présidentielle et à la prochaine échéance. La gauche, elle est agitée par la question du rassemblement et c'est pas nouveau. Moi, j'aimerais savoir quelle est ta position là-dessus, ce que tu en penses, parce qu'il y a beaucoup de discussions. On parle de candidature commune, de programme. Voilà, qu'est-ce qui peut se dessiner à l'avenir et qu'est-ce qui va être utile justement pour changer ce modèle de société, pour répondre à l'intérêt général. Alors, nous, ça fait longtemps, tu as sûrement entendu Jean-Luc Mélenchon parler de ça, mais nous, ça fait longtemps qu'on prône quand même une fédération populaire qui irait au-delà des partis. D'ailleurs, moi, je pense qu'on est arrivé dans un moment, on est dans un moment où on a dégoûté les gens de la politique. Les dernières municipales, c'est frappant sur cette question-là, parce qu'on parle de vague verte. Moi, je le dis très honnêtement, j'ai même trouvé indécent certains moments de la soirée électorale où on analyse les résultats comme si les gens avaient été massivement votés. Mais ce n'est pas vrai, en fait. La réalité, c'est une grève civique dans les urnes sans précédent de gens qui disent, voilà, ça ne nous concerne plus, on n'y va plus, quoi. Et donc, la question fondamentale pour moi, elle est celle-ci, c'est faire la politique sans le peuple, construire politiquement des choses sans le peuple, ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je pense que au-delà même des partis politiques, ce que nous on proposait avec la Fédération populaire, c'est que toutes les personnes qui se retrouvent voilà sur des idées de programme sur lequel quand même voilà on est plusieurs acteurs, que ce soit syndicats, associations, partis politiques à se retrouver et plusieurs partis politiques d'ailleurs. Euh, voilà, apporter des choses autour voilà, de la nécessité d'avoir des services publics, de la nécessité d'avoir un partage des richesses, de la nécessité de remettre en fait un fonctionnement de démocratie et de revoir notre démocratie de fond en comble et de dire la solution, elle passe par le peuple. Autour de ça, on peut construire des choses. Alors, comment ça se concrétise réellement? Alors ça, c'est quand même le travail qui reste à faire sur la prochaine année, parce que ça va aller assez vite. En fait, Macron est déjà en campagne présidentielle, finalement. Nous, on a commencé à la France Insoumise à faire le tour de plusieurs partenaires, du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts, et voilà, et à leur proposer aussi d'avoir sur des questions programmatiques des possibilités de voir les prochaines échéances électorales ensemble jusqu'à la présidentielle. Donc, on va voir ce qui nous est répondu dessus. On parle aussi voilà, avec les différents acteurs progressistes en fait, sur ces questions-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut ouvrir un horizon en fait, au pays. C'est pas possible de dire qu'on continue à se faire prendre dans l'étau il n'y aurait plus que le choix entre la peste et le choléra, entre les macronistes et les fascistes, quoi. Ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il y a une question d'ouverture. Mais pour moi, ce qui est quand même très important, c'est que moi, je le dis très sincèrement, je ne crois pas aux alliances sur le papier qui font un nombre qui fonctionne, quoi, qui serait une simple alliance mathématique parce que le PS et ELV et la France Insoumise et le PC se mettraient ensemble, ça fonctionnerait de manière mathématique. Je ne crois pas du tout à ça. Et je crois que la force quand même de la campagne que Mélenchon a menée en 2017, c'était justement de se retrouver sur un programme, de dire, quel que soit d'où vous venez, quel que soit ce que vous avez voté avant, si vous êtes d'accord avec les idées qu'on porte, vous pouvez venir. La fédération du peuple, c'était ça qu'on mettait en avant. Et je crois qu'avant tout, il y a besoin de clarté, en fait. Dans la politique aujourd'hui, il y a eu tellement de mensonges, il y a eu tellement de dégoût qui a été créé, il y a besoin de clarté. C'est comme ça qu'on fera revenir des gens au vote, c'est comme ça qu'on aura un mouvement populaire qui peut se créer. Donc moi, je crois que ça passera avant tout par des questions programmatiques, et je pense qu'on peut avancer vraiment sur ces questions-là, parce que je pense qu'on a vraiment des convergences fortes
qui existent avec différents partenaires. Et surtout, on a gagné des victoires idéologiques avec le temps qui avance, à la fois avec le bilan de Macron qui est catastrophique pour la plupart des gens, mais à la fois avec cet épisode coronavirus où je crois beaucoup de gens ont compris aussi des choses qu'à plusieurs nous disons depuis des années et que nous allons réussir à changer ce monde de malheur et à inventer le nôtre, comme disait Thomas Sankara. Et voilà, inventer un autre futur, c'est ça ce à quoi il faut nous atteler. Mais merci Mathilde pour ce moment que tu nous as accordé, pour la franchise dans tes Merci à réponses toi. et bon courage pour la suite. Merci.